Bonjour tout le monde. Alors, on continue sur la résistance des matériaux. On avait vu les hypothèses de la résistance des matériaux, on avait vu les diagrammes des efforts de cohésion, on avait vu l'attraction, compression, disons plutôt l'attraction. Et là, on passe à une deuxième sollicitation simple, la torsion. Voilà, des arbres, hein, des poutres. Alors, on est plutôt sur les arbres. D'ailleurs, dans le cadre des hypothèses de la résistance des matériaux, on sera amené, dans le cadre des sollicitations simples, à n'étudier que les torsions d'arbres de section circulaire, pleins ou creux, donc des tubes, ou alors des ronds-pleins. Voilà. Donc là, on a une illustration avec la représentation qu'on avait déjà vue de la ligne moyenne ou fibre neutre, et on a une extrémité. Ce qu'on appelle une situation de torsion pure, c'est lorsqu'on applique un moment autour de l'axe X, si l'axe de X est l'axe principal de la poutre, hein, suivant la ligne moyenne. Et à ce moment-là, l'effort extérieur, lui, qui est un moment orienté suivant X, va se traduire avec la règle de définition du torseur de cohésion, hein, des composantes, par un moment suivant X qui se trouve être ce qu'on appelle un moment de torsion. Et dans le cas présent, le moment étant en plus orienté positivement suivant l'axe X, eh bien on a le moment de torsion qui est positif. Bon, le côté positif-négatif, ça a une incidence très relative, hein. Donc voilà, la forme du torseur cohésion en torsion pure, on est comme ceci. Ce que ça engendre la torsion, ben, on voit que ça engendre une déformation qui en fait régulière si le matériau est homogène et si la section droite est constante tout le long de la poutre, et on a en fait une déformation régulière, on définira ça comme ça. J'en profite sur cette figure pour présenter l'angle alpha, qui est un angle alpha, qui peut être défini en degrés ou radians, mais on emploiera le radian dans les relations qu'on va voir après. Et cet angle de rotation, c'est pour une portion d'arbre ou pour un arbre de longueur L, eh bien la rotation relative entre la situation à l'état libre et à l'état soumis à la torsion, eh bien entre les deux sections d'extrémité. Il y a une rotation d'un angle alpha entre les deux sections d'extrémité de la poutre, au point A et B. Voilà, les centres de gravité des sections droites de la poutre aux extrémités. Ce que ça engendre, hormis cette déformation-là, qu'on va caractériser plus finement, eh bien, ça engendre des contraintes. On avait vu la contrainte normale de traction ou compression. Et là, à présent, on a non pas une contrainte normale à la section droite, mais une contrainte tangentielle de torsion. Donc là, on a une représentation d'une section droite de la poutre qui est soumise à un effort, non pas M, hein, bon, c'est presque joué sur les mots, mais là, c'est un effort de cohésion MT, moment de torsion. Et lorsque c'est soumis à ce moment de torsion, n'oubliez pas l'effort de cohésion, en quelque sorte, lorsque on exerce une coupe en une position au sein de la poutre, hein, admettons aux trois quarts par exemple ici, eh bien le torseur de cohésion se caractérise par les efforts de la partie, on va dire droite sur la partie gauche. Et voilà. Et ce que ça implique en torsion, ben, ça indique un petit peu comme un embrayage plan ou un disque de frein, eh bien, un effet de cisaillement. Alors, c'est pas du frottement, hein, mais ça correspondrait un petit peu à des efforts qui sont dans le plan. Voilà. Et ces efforts vont se définir, des efforts qu'on pourrait définir en newton sur une petite surface. Euh, on pourrait appeler ça une composante grand T ou dt comme un petit élément de composante tangentielle entre entre deux portions de la poutre qu'on imaginerait coupée, hein. Remémorez-vous l'exemple que je donnais, à savoir, imaginez que vous coupez la poutre en deux parties, pas forcément égales, en deux parties, et vous les collez vraiment avec une colle, et vous exercez un moment de torsion entre les deux. Et bien l'effort de cohésion, c'est l'effort qui est transmis par la colle. Voilà, c'est une image, hein. C'est un effort qui assure la cohésion, donc le maintien ensemble des deux parties, des deux portions de poutre. Et donc localement, on peut montrer que pour que ça se traduise par un moment, on a une composante dans le plan, une composante qu'on va appeler une composante de cisaillement, une composante tangentielle, et en termes de contrainte, non pas en newton, mais en newton par millimètre carré, un millimètre c'est l'unité de base. Pourquoi? Parce que ça induit des mégapascales, on l'a déjà vu pour la traction-compression. Eh bien, cette contrainte tangentielle, elle est tangentielle en ce sens que pour les sections qui sont circulaires, et on a dit qu'on n'étudierait que des sections circulaires d'arbres en torsion, eh bien,
contrainte tangentielle, elle est perpendiculaire au rayon en tout point. Voilà. Là où il y a de la matière, là on a un exemple de rond-plein, mais si on avait un tube, on n'aurait pas de contrainte évidemment là où il n'y a pas de matière, c'est évident. Voilà. Et ce qu'on peut montrer, alors c'est en lien avec la déformation qui est progressive en fait, puisqu'il y a plus de déformation à l'extérieur, du fait de la géométrie, hein, et qu'au niveau du centre où il n'y en a pas, eh bien on a une déformation qui est proportionnelle au rayon au sein de la matière. Là on a un rayon intermédiaire, admettons aux 2/3 du rayon, et à plein rayon on a une déformation maxi, et comme on a cisaillé en torsion, hein, de manière maximale à la périphérie, il n'est pas illogique, il est assez compréhensible qu'on ait une contrainte tangentielle maxi. Alors en réalité, comme on est amené à faire du dimensionnement, et c'est le principal objectif du calcul des contraintes, qu'elles soient normales ou tangentielles, eh bien, il nous intéresse relativement peu d'étudier les contraintes tangentielles à l'intérieur. Bon, j'ai fait une représentation, mais c'est finalement à l'extérieur. C'est le maxi, puisque tout ceci nous amènera à une vérification à la résistance qui consiste, comme pour l'attraction, à écrire qu'en tout point, la contrainte, hein, quelle qu'elle soit, enfin en fonction des sollicitations, la contrainte au sein de la poutre en tout point doit respecter un critère de résistance, et cette contrainte doit donc être inférieure ou égale à une limite qui sera une limite d'élasticité euh, affectée d'un coefficient de sécurité. On avait vu sigma inférieur ou égal à RPE, RPE étant égal à RE sur S, S le coefficient de sécurité, supérieur ou égal à 1, et ici on a du glissement, donc on écrira RPG égale REG ou RG, bon on va voir ça après. Donc résistance élastique, mais non pas à la traction, mais au cisaillement, ou on va dire au glissement. Cette proportionnalité de la contrainte tangentielle, elle va s'exprimer de cette manière-là. Et là, on a une relation entre la contrainte tangentielle en mégapascal et la déformation. Alors la déformation, en réalité, on la traduit par θ. Alors qu'est-ce que c'est que θ? Eh bien en fait, θ, c'est... je l'ai écrit quelque part. Non, même pas, c'est pas possible. Θ, c'est l'angle de... J'ai dû l'écrire peut-être après. Θ, c'est l'angle... Même pas, c'est surprenant. Θ, c'est l'angle unitaire de torsion. Ben oui, c'est là, je ne l'ai pas encadré, tout simplement. Θ égale alpha sur L. C'est-à-dire que je vous disais que l'angle de rotation en torsion d'une poutre, hein, vous avez une barre circulaire, on exerce par exemple une déformation angulaire, admettons, de 15 degrés. Bon, ça peut être énorme ici. 15 degrés comme ceci, donc 15 degrés, ça va faire pi sur 12, hein, si je ne dis pas de bêtises, en radian. Et cet angle-là, eh bien, c'est un angle absolu. Et en déformation relative, eh bien, il va falloir calculer cet angle, mais rapporté en relation à la longueur de la poutre. Et donc, c'est alpha sur L en radian par millimètre de longueur. Voilà. Ça va se définir un petit peu par l'espèce d'angle que l'on voit ici comme une sorte d'angle d'hélice qu'on pourrait avoir sur des engrenages, des roues dentées. Et donc on a θ, on note θ en radian par millimètre, cet angle unitaire de torsion par unité de longueur, c'est pour ça qu'on dit unitaire, en radian par millimètre, alpha sur L. Et donc la contrainte est proportionnelle évidemment à la déformation, elle est proportionnelle aussi, on le voit ici, alors ρ c'est une notation on adopte communément, qui est la position courante au niveau du rayon. Le rayon va de 0 à R, petit r ou grand R, un diamètre sur 2, et le ρ, c'est la notation grecque de la lettre R, qui veut dire que le rayon ρ, c'est la distance GM ici. Voilà, c'est ce qui est noté là. Et du coup, on a la contrainte tangentielle qui est proportionnelle à la déformation, hein, l'angle unitaire de torsion θ égale à alpha sur L, multiplié et proportionnel aussi au rayon, évidemment, mais ça nous intéressera moyennement parce qu'on prendra presque systématiquement le grand rayon, là où on a la contrainte tangentielle maxi. Et comme il y a un paramètre d'élasticité, ce qu'on appelle la loi de comportement, qui établit une relation entre contrainte ou effort et déformation, eh bien là on a un paramètre. Alors ce n'est pas le module de Young, le module d'élasticité longitudinale, pardon, c'est ici le module d'élasticité transversale qu'on appelle aussi module de Coulomb. Voilà, le module de Coulomb. Comme Christophe, oui, avec un U, quoi. Bon, donc on a tau égale G θ ρ. Les unités tau, c'est en mégapascal, à la condition que θ soit en radian par millimètre, on l'a vu, le rayon en millimètre, attention, et G, c'est une unité qui s'apparente à une unité de contrainte, c'est en fait en mégapascal. Voilà. Alors, tout d'abord,
pour parler de G, le module de Coulomb, dans des bases de données ou des références matériaux, c'est pas forcément une grandeur qu'on détermine facilement, à laquelle on a accès facilement. On prend des outils comme CES et DUPAC, des gestionnaires de bases de données matériaux et procédés, eh bien, ou même dans des caractéristiques de fournisseurs, hein, de matériaux, eh bien, on n'a pas forcément G. Et en fait, il y a une relation d'élasticité entre les deux paramètres principaux, les modules d'élasticité, E longitudinal, le module Young, et G de transversal de, de module de Coulomb, et aussi le coefficient de Poisson, dont j'avais peut-être parlé un petit peu déjà, oui, me semble-t-il. Et il se trouve que dans les références matériaux, eh bien, on trouve E systématiquement pour un matériau, qu'il s'agisse d'un acier, d'un alliage d'alu, même du bois, quand il n'est pas isotrope, on trouve facilement E. Nu, on le trouve assez facilement aussi. Et cette relation, alors elle n'est pas à connaître par cœur, hein, c'est la différence, vous avez remarqué, entre ce que j'ai encadré en trait épais et en trait un peu plus fin. Eh bien, ça n'est pas à connaître par cœur cette relation, mais dès lors que vous avez E et nu, eh bien, vous pouvez calculer G et le retrouver même si vous n'y avez pas accès. Voilà. Alors ça, c'était pour la relation contrainte-déformation. Alors, on l'emploie pas forcément énormément. Et ce qu'on emploie beaucoup, c'est celle qui est en bas à droite, là. C'est la relation, alors plus même que celle-ci, hein, qui est à un rayon intermédiaire, la contrainte torsion maxi, alors j'ai mis des valeurs absolues, mais véritablement, tout dépend du sens dans lequel on fait le moment de torsion, si on est suivant positif en X, ou négatif en X. Bref, la contrainte tangentielle maxi sera égale au moment de torsion, à la section droite considérée, divisé par I0, alors c'est le moment, on appelle ça le moment quadratique polaire, multiplié par le rayon R. Voilà. Alors, si on est à l'intérieur, le rayon R, c'est le rayon au point considéré, la distance GM. Au maxi, c'est le rayon, c'est-à-dire D sur 2. Les unités MT, c'est en newton millimètre. Attention, parce que là, un couple, par exemple, moteur, on pourrait l'avoir même en kilogramme mètre, mais on l'a en règle générale en newton mètre ou en décanewton mètre. Et là, il s'agira d'emblée de faire une conversion en newton millimètre, dès qu'on parlera des résistances des matériaux. On le verra pour la flexion de la même manière. Donc là, on a des newtons millimètres. Le rayon, c'est en millimètres. Et I0, c'est le moment quadratique polaire. Et là, c'est en millimètre 4, millimètre puissance 4, le carré du carré, en quelque sorte. Voilà. Donc on va définir après ce qu'est I0. Alors comme j'ai dit, la géométrie de poutre, elle a pas une variété, elle présente pas une variété phénoménale dans le cadre des études qu'on va mener là en BTS-CPI, puisque c'est circulaire. Ça peut être circulaire plein ou circulaire creux. Donc finalement, on verra qu'on peut considérer qu'il n'y a qu'une relation à connaître, mais il faut la connaître. Voilà. On peut l'avoir en formulaire dans des sujets d'examen, mais il vaut mieux l'avoir dans la poche, avec soi, dans sa tête. Hein, voilà. Et on a une relation là, dès lors qu'on s'intéressera aux déformations, eh bien, il peut être intéressant, par exemple pour des barres de torsion, hein, ou des barres stabilisatrices de véhicules ou de systèmes industriels, hein, peu importe, eh bien, de savoir déterminer en fonction du matériau, de la géométrie, c'est-à-dire du diamètre, éventuellement diamètre intérieur si on a un tube, de la longueur et de l'effort appliqué, eh bien, quel angle on va pouvoir obtenir à ce niveau-là en termes de déformation. Bref, définir finalement ce qu'on pourrait appeler la raideur en torsion de la poutre. Voilà. Au même titre qu'un ressort hélicoïdal, eh bien, on peut définir les newtons par millimètre de compression, l'effort fourni par le ressort de compression en fonction de son écrasement, hein, avec la notion de raideur en newton par millimètre. Eh bien là, on pourrait avoir besoin de connaître la raideur en newton mètre par radian, par exemple. Voilà, newton millimètre par radian. Et cette relation, c'est celle-ci. Alors, en fait, il y a un moyen mnémotechnique, voilà, que j'avais entendu d'un collègue qui se dit ça et là dans certains couloirs sombres et obscurs. MT égale Goyot. Voilà, hein, je vous laisse l'interprétation de Goyot. MT égale G fois θ fois I0. MT en newton millimètre, G en mégapascal, module d'élasticité transversale, module de Coulomb, θ en radian par millimètre et I0 en millimètre 4, millimètre puissance 4. Et ça, c'est une relation entre effort et déformation. Donc la relation que je vous ai présentée dans un premier temps, c'est une relation qui est là presque à caractère de démonstration. On l'emploie finalement
peu, je pense. Voilà. Là, on est sur un critère de résistance et là, un critère plutôt de déformation, en relation avec l'effort qui est la plupart du temps connu dans les situations qu'on va étudier ou déterminer. Bref, il est présent alors que là, il n'y est pas. Là, on a effort-déformation et là, on a contrainte-effort. Voilà. Je pense qu'on a un peu tout vu. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce moment quadratique polaire? Quelle est cette bestiole? La définition, en fait, c'est celle-ci, c'est une intégrale. Alors, c'est une intégrale double au sens numérique, puisque c'est une intégrale de surface, S. Et bien, on va considérer que sur la surface, qu'elle soit pleine ou partielle, creuse, quoi, correspondant à un tube, eh bien, pour chaque petit élément de surface qu'on peut prendre sur la surface à considérer, il faut imaginer un pavage comme un carrelage là-dessus, hein, voilà. Vous prenez un petit élément de surface et pour ce petit élément de surface-là, eh bien, il va falloir multiplier sa valeur en millimètres carrés par le rayon, la distance de ce petit élément de surface, la distance au centre méprise au carré. Et on ajoute ça pour tous les éléments de surface. Alors vous pouvez faire un calcul, hein. Bon, après ça présente un intérêt mathématique, mais en construction, en mécanique, on a la relation, on la connaît, on l'applique, hein, au même titre que vous appliquez pi r carré ou pi d carré sur 4 pour une surface, sans en refaire la démonstration. Mais la démonstration, elle passe par quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Là, on a une intégrale double parce qu'on a des surfaces. Donc, pour expliquer en 20 secondes, eh bien, on prend des petits éléments qui se présenteraient comme ceci, et puis on prend un secteur angulaire avec d alpha, admettons, et puis on prend un petit rayon dr. Et donc, on a affaire à un secteur angulaire, mais on le partitionne entre deux rayons. Un rayon R, un rayon ρ, disons, et puis un autre distant d'ρ. Et ce petit pavage, on va faire varier le rayon de 0 à R, et l'angle, on va le faire varier de 0 à 2π. Et on fait l'intégrale comme ça, et ça vous donne, comme par magie, vous pouvez vous y essayer, eh bien, la relation qui est ici. Donc pour une barre pleine, ce que l'on trouve, si on exprime ça en diamètre, parce que on a plutôt l'habitude d'avoir des diamètres de barres et pas des rayons, mais là, le calcul va le fournir dans un premier temps en rayons, hein, évidemment, eh bien, on a pi d4, pi d puissance 4 sur 32. Donc ça, c'est le moment quadratique polaire pour une section ronde pleine, pi d4 sur 32. Et tout simplement, comme c'est une intégrale, et une intégrale, c'est une somme avec des éléments qui sont positifs, là on le voit, ρ carré ds, mais qui pourraient être négatifs, voilà, comme dans le cas d'une étude d'intégrale de fonction, hein, avec l'air par rapport à l'axe abscisse, au-dessus ou en dessous, positif ou négatif. Et bien ici, tout simplement, on peut considérer que le moment quadratique polaire d'une section creuse, c'est le moment quadratique polaire d'un cercle de grand diamètre, grand D, moins le moment quadratique polaire du de la section droite de petit diamètre, petit d. Et donc on aurait pi d grand D4 sur 32 moins pi petit D4 sur 32. Bon, sans être un foufou de la factorisation, on peut écrire ça comme ça avec 32 en dénominateur commun et hop. Si on écrivait en rayon, eh bien comme c'est puissance 4 et que le rayon c'est la moitié du diamètre, eh bien il n'est pas compliqué en mettant grand D égale 2 fois grand R et petit d égale 2 fois petit r de constater que 2 puissance 4 ça fait 2, 4, 8, 16, eh bien on aurait la relation pi R4 sur 2. Voilà, c'est ce qui résulterait de la détermination de cette intégrale. Voilà, voilà. La condition de résistance, ben là, il n'y a pas trop de mystère. Il y a vraiment une analogie forte avec ce qu'on écrit en traction, compression. Bon, je maintiens la valeur absolue, mais elle n'est vraiment pas indispensable parce que le calcul, si vous observez un petit peu le calcul, de toute manière, oui, il y a le MT qui pourrait être négatif, mais bon, en dehors de ça, bon. Maintenant, de toute façon, je l'ai indiqué, la valeur absolue, eh bien, la contrainte tangentielle maxi doit être inférieure à RPG, tandis qu'on avait sigma max inférieur à RPE, inférieur ou égal, dans le cadre de la traction ou compression. Et l'automax, eh bien, si on l'exprime, ben, tout simplement, ça va être MT sur I0 fois R, le rayon, ou D sur 2. Et pourquoi RPG? Ben, je vous l'avais dit, RPG, c'est tout simplement REG, parfois on écrit RG. Parfois on écrit taux 0, voilà, il y a plusieurs notations. C'est la limite élastique ou la résistance élastique au cisaillement, mais sans tenir compte d'un coefficient de sécurité. Et quand on écrit P, ça veut dire résistance pratique, que ce soit au glissement pour la torsion ou le cisaillement, ou à l'extension en traction, ou à la compression. On peut avoir RPE,
extension en traction, RPC en compression, s'il y a une différence pour le matériau en traction-compression, et pour la torsion ou le cisaillement, on est sur RPG. RPG étant égal à REG sur petit s. Attention, parce que le petit s n'a rien à voir avec la section, la surface pi d carré sur 4 de la poutre. Voilà, tout simplement. Alors, en condition de déformation, je l'écris, mais bon, la condition de déformation, c'est pour un contexte donné, une situation technique, eh ben, on peut être amené à vouloir limiter l'angle unitaire de torsion en radians par millimètre ou limiter l'angle, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une mise en contexte, il n'y a rien de particulier. Ce qu'il faut vérifier à tout prix, c'est le critère de résistance. Voilà. Alors, pour faire un exemple, voir un exemple, alors l'exemple là, c'est extrait d'un sujet d'examen du BTS 2000, ça remonte à 20 ans, vous voyez, Palan Eurochin, et c'est un palan qui a une bonne compacité. Bon, vous pourrez trouver très facilement, n'est-ce pas, le sujet et même un corrigé du sujet de Meca au moins, dont est extrait bah, cette étude RDM. D'ailleurs, les questions qui sont posées là sont quasiment directement extraites du sujet d'examen pour la partie résistance des matériaux. Donc en deux mots, le palan, comment il fonctionne? Alors je sais pas, on voit pas très bien. C'est extrait d'un DWG avec des différences de traits qui sont d'épaisseur de traits qui sont pas fortement marquées. Donc en fait, on a un bobinage, on a un rotor, un stator en motorisation électrique. On a le rotor qui est directement collé à ce tube-là, qui est l'arbre moteur principal. Et au niveau de cet arbre principal, là, on a des cannelures qui permettent de transmettre le couple à ce niveau-là. Et l'arbre est long. Il y a un intérêt à cet arbre long, c'est pour non pas amortir, mais retarder, en quelque sorte filtrer, le mot est peut-être pas super adapté, mais retarder les effets d'un-coup qu'il pourrait y avoir lorsque une charge du palan qui soulève une charge est en situation de levage ou d'arrêt. Vous voyez, vous faites descendre une charge lourde avec un palan électrique. Quand vous l'arrêtez, eh bien, il y a un effet d'élasticité sur la chaîne ou sur le câble et qui peut présenter des effets de choc dans les composants. Et donc là, on a un effet, non pas d'amortissement, on n'amortit pas, on ne dissipe pas l'énergie, puisque c'est élastique, mais ça temporise la transmission des efforts. Voilà l'idée. Et donc, on a un arbre long, hein, qui va faire l'objet de notre étude RDM. Et au niveau de cet arbre, en fait, ensuite, vous avez des cannelures qui sont ici, qui transmettent à ce volant, qui, d'un côté, eh bien, peut être en contact ou pas avec un frein électromagnétique, un frein à manque de courant, voilà, avec un rappel élastique. Et de ce côté, vous avez un embrayage, et là, ça va constituer le limiteur de couple, et qui va patiner si on est en surcouple, si on tente de lever une charge trop importante, par exemple. Voilà, pour préserver le mécanisme et puis la sécurité d'opérateur. Hein. Du fait d'un risque de rupture, là, il y aura un glissement, il n'y aura pas de rupture. Et ensuite, eh bien, on va transmettre. On a utilisé un élément. Alors en fait, on a en série deux trains épicycloïdaux. On a, il y a plusieurs vocabulaires, mais je vais en adopter un, le plus ancien, ce qu'on appelle planétaire, satellite, porte-satellite. On en a deux en série. Et à ce niveau-là, d'ailleurs dans le sujet d'examen, on demandait un flux d'action mécanique. Et bien ici, on a le couple qui passe par l'arbre, puis ensuite passe par le limiteur de couple, et ensuite passe par ici. Alors c'est un engrenage, mais ce n'en est pas véritablement un. On a utilisé la denture, parce que ce ne sont pas des cannelures, hein, c'est une denture d'engrenage, hein, de type engrenage. Eh bien, on a utilisé en mettant le même nombre dedans, et ça s'apparente à des cannelures. Donc là, on a une transmission directe. Et ensuite, on a un engrainement, un contact extérieur avec le satellite, qui sont au nombre de 3 pour des répartitions de charges et puis limitation d'usure, voilà. C'est assez souvent le cas. Et ici, on a un engrainement avec un planétaire qui est fixe dans le bâti, qui a une denture commune, rigoureusement commune avec le deuxième étage. Vous observez d'ailleurs au niveau des largeurs de denture, comme on a un système qui réduit la vitesse, il augmente le couple, et pour la tenue, la résistance des dentures, on a une largeur de denture qui est multipliée par 3 ici, tout simplement parce que le couple, lui, augmente. Et donc, on a besoin d'une résistance parce qu'on n'a pas changé on n'a pas changé le module, c'est-à-dire ce qui caractérise qui est caractérisé par la hauteur de denture, tous les éléments, les pignons et roues dentées constituant le train épicycloïdal. Voilà. Bon, bref, donc on a le flux d'action mécanique qui passe par là. Là, à nouveau, on a un deuxième étage, et ici, on a des cannelures, et on transmet ce qu'on appelle la noix de levage. Hein, c'est une noix à empreinte puisqu'on a une chaîne à maillon, et on a la charge qui est en bas, tout simplement.
Voilà le contexte. Tout ça pourquoi? Tout ça pour notre étude qui est limitée, mais dans le sujet d'examen, c'était pas limité hein, à la RDM de l'arbre principal. Eh bien, on considère dans notre étude qu'on a un couple maxi sur l'arbre 2, hein, c'est l'arbre très long là, hein, le repérage 2 c'est ici, hein, voilà. Et on a un couple maxi de 7,3 Nm et il y a un paramètre supplémentaire, c'est euh, le diamètre à fond de cannelure, voilà, parce que c'est un arbre qui est cannelé, qui vaut 7,5 mm. On a un matériau qui a quand même de bonnes caractéristiques 35 CRMO4, une contrainte pour le matériau, le 35 CRMO4, une limite élastique RG ou REG ou TE, il y a plusieurs notations, donc c'est quand même assez élevé, 770 mégapascales, tandis que le module de Coulomb, pour un acier, ça fluctue peu, hein, c'est au voisinage de 80 000 mégapascales. Là, on part sur 82 000 mégapascales. Le coefficient de sécurité adopté en termes de résistance, hein, c'est 5. Voilà, parce qu'il y a quand même de la sécurité des personnes, c'est un engin de levage. Et pour éviter un phénomène d'élasticité et de rebond de charge, voilà. Alors c'était curieux dans le sujet d'examen d'ailleurs parce qu'il y a une limite avec une flexibilité, c'est un peu étonnant. On va accepter une déformation angulaire maxi de l'arbre de torsion euh, de 10 à 15 degrés par mètre. Vous voyez, donc les unités, vous vous souvenez, le θ, on l'exprimait en radians par millimètre, donc il y a des notions de conversion, il faut savoir faire. Au niveau des concentrations de contraintes, c'est vrai que je n'ai pas évoqué ça pour la traction, on va le faire là. C'est un phénomène qui consiste à appliquer un coefficient multiplicateur qui est nécessairement supérieur à 1 localement lorsque des hypothèses géométriques de la résistance des matériaux ne sont pas vérifiées. Ça peut être le cas d'un épaulement, d'un filetage, d'un perçage radial, de cannelure, même d'un congé d'un rayon de raccordement. Voilà. Et donc là, on prend 1,2. Bon, c'est faible, hein. Donc c'est normalisé les cannelures et il y a des rayons de raccordement dans les cannelures qui font que, on peut en douter, mais le coefficient de concentration de contrainte est relativement faible. Alors, dans un premier temps, il s'agit de déterminer le diamètre minimum de l'arbre en écrivant la condition de la résistance de l'arbre 2 à la torsion. Alors, on va voir tout de suite comment on fait. Eh ben, la condition de résistance, c'est que la contrainte tangentielle maxi doit être inférieure à RPG. RPG étant égal à RG ou REG sur S, le coefficient de sécurité. Ici, c'est 5. RG, c'est 770 mégapascales. En réalité, quand on va faire un calcul de résistance des matériaux, on va faire un calcul taux égale mt sur I0 fois R, mais ça c'est la contrainte théorique. Et comme les hypothèses géométriques de la résistance des matériaux ne sont pas satisfaites, il va falloir multiplier par un coefficient de concentration de contrainte. Et là c'est 1,2 KTO. Donc, alors là, comment dire, l'exigence, vous voyez, on aboutit à un résultat avec une forme waouh. Mais là, c'est parce qu'on ne calcule pas la contrainte, on écrit une relation de conditions de résistance et on aboutit à une détermination de diamètre mini. Mais c'est souvent une démarche de bureau d'études d'avoir la donnée matériau ou un choix, d'avoir un contexte d'application, donc un effort, ici un couple traduit par un moment de torsion, et ensuite, bon, une longueur éventuellement pour la déformation, et on a un coefficient de sécurité, le contexte, je l'ai dit, on fait un choix de matériaux, et ensuite, ce qu'il faut déterminer, c'est le diamètre minimum pour que la condition de résistance soit satisfaite. Donc on écrit, entre guillemets en vrac, les relations dont on va avoir besoin, à savoir la condition de résistance, ne pas oublier la prise en compte du coefficient de concentration de contrainte, et puis ensuite, on a l'expression max théorique. Souvent, on écrit nominal ou théorique et on différencie avec la notation de contrainte réelle, ce que je n'ai pas écrit là forcément. Si, je l'ai écrit là. La contrainte max réelle, c'est 1,2, un KTO, TO pour torsion, fois taux max théorique. Taux max théorique, c'est MT sur I0 fois R. La section circulaire pleine de l'arbre va permettre d'écrire I0, moment quadratique polaire, pi d4 sur 32. Sachant qu'on ne connaît pas D, on le cherche. Et du coup, quand on met tout ça, comme en cuisine avec les différents ingrédients, eh bien, on a Tomax Théorix, pourquoi pas, Abra Raccourcix, Tomax Théorix, Max Théorique. Oula, c'est compliqué. Pour moi, hein, c'est pas compliqué dans l'absolu. C'est le couple maxi, qui correspond à MT max, divisé par I0, pi d4 sur 32, fois le rayon, D sur 2.
on met tout ça en musique. C'est une relation que certains emploient directement, c'est pas mon cas, voilà. Je m'encombre pas l'esprit de choses que je peux retrouver facilement. C'est 16 fois le moment de torsion, donc c'est max sur pi d cube. Ça c'est Tomax théorique. Si on le multiplie par KTO, eh bien on aboutit à la relation, cette expression-là, qui est Tomax réel, doit être inférieur à RPG. Et on arrive à cette expression qu'on peut même retrouver directement, mais c'est pas à connaître, le diamètre supérieur ou égal. Alors, on peut traiter des inégalités. Franchement, en sujet d'examen ou en devoir, je vois pas pourquoi. Enfin, prendre le risque, c'est pas forcément utile. Autant écrire ça avec diamètre mini égal et ne pas écrire d supérieur ou égal. Mais bon, les inégalités sur des termes qui sont positifs montrent bien qu'on a d doit être supérieur, donc on trouve avec cette expression-là un diamètre mini. KTO, 16. Alors, ici, on a 7,3 Nm, donc souvenez-vous, Cmax doit être en Nm. Donc 7300, RPG en mégapascal 770, coefficient de sécurité 5, pi, ça reste ça, à 1,2. Et là, c'est bien racine cubique parce qu'on avait un d au cube. Donc racine cubique. Si vous n'avez pas la racine cubique, c'est puissance 1 tiers. X puissance Y souvent sur les calculatrices. Et on trouve le résultat en millimètres, évidemment. Et donc on trouve 6,6 et on montre la donnée de l'arbre qu'on avait, l'arbre de torsion, eh bien c'était 7,5 mm à fond de cannelure. Et donc là, c'est bon, on a l'arbre qui est convenable. L'autre question que l'on avait concernait la déformation, eh bien c'était tout simplement en considérant, alors non pas à fond de cannelure pour la résistance, mais qu'on a une section d'arbre compte tenu des cannelures qui est en moyenne, bon c'est une donnée de dénoncer, c'était le cas dans le sujet d'examen, de 11 mm, parce qu'on avait 7,5 à fond de cannelure, donc 11 mm. Eh bien, pour 11 mm, déterminer la déformation et montrer qu'on est bien inférieur à 10 ou 15 degrés par mètre. Alors, comment on fait ça? On utilise la relation MT égale Goyo, comme on dit, G θ 0, et on l'exprime comment? Bon, il y a plusieurs manières de faire, là, véritablement. Là, ce que je fais, c'est que je vais déterminer l'angle unitaire de déformation et vérifier dans un second temps que ça vérifie bien le critère de déformation. Et là, en faisant ça, on peut écrire θ égale mt sur GI0, évidemment. Bon, faut pas se tromper, voilà. Et du coup, θ égale C, il faut bien l'exprimer en newton millimètre, 7300 toujours. G, c'est le module de Coulomb, on a dit 82 000 mégapascal. Le pi d 4 sur 32, eh bien, on va le calculer cette fois-ci, on le sait parce qu'on est parti sur un arbre de 11, c'était ce qui était donné. Donc là j'ai écrit ça tout en littéral, c'est vraiment pas mon habitude, il n'y a vraiment aucun intérêt ici, si ce n'est vérifier les unités. Donc on pourrait faire des calculs intermédiaires, calculer I0 dans un premier temps en millimètre 4, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, parce qu'on n'avait pas de littéral, c'est D, la dernière valeur qu'on trouvait, 6,6. Mais ici on pourrait calculer I0, ensuite, eh bien, faire le calcul de θ tout simplement. Voilà. Donc 7300 divisé par le I0 qu'on trouve et aussi divisé par G, c'est-à-dire 82 000. Et tout ça, ça donne un résultat, attention, en radians par millimètre. Alors comment on fait pour convertir des radians par millimètre en degrés par mètre? Déjà des radians par mètre, on va multiplier par 1000 puisque il y a 1000 mm dans un mètre. Et puis les radians, un radian, eh bien en fait 2 pi radians donne 360 degrés ou pi radian donne 180 degrés. Donc là, en fait, on a des radians. Si on avait pi, on diviserait par pi, on multiplierait par 180. Donc là, en résumé, on divise par pi, on multiplie par 180 et on multiplie aussi par 1000. Ce qui fait qu'on a un nombre très 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 petit avec θ en radians par millimètre. Vraiment, c'est de l'ordre du, je sais pas moi, du millième au millionième. Vous voyez, c'est 10 puissance moins 5. Et ici, on obtient un résultat qui n'est pas du tout celui-ci. On a 3,55 degrés par mètre. Et ne pas oublier de conclure, c'est tout bête, mais c'était la question 3. Regardez, dans les sujets d'examen, c'est toujours comme ça. Justifier, c'est-à-dire on fait des calculs, on fait une étude ou une analyse, et ensuite il s'agit de conclure. Voilà, quitte à remettre en cause certaines hypothèses, quitte à modifier des paramètres et revérifier après, c'est la démarche, voilà, de vérification ou de détermination. Et là, on doit mettre un minimum, dire ok, c'est bon, quelque chose, voilà. Sinon, on se fait sanctionner et c'est la vie, voilà. Donc là, 3,55, on dit que c'est inférieur à 10 degrés par mètre. Tout simplement. Si on voulait calculer l'angle de torsion et non pas l'angle unitaire, eh bien il faudrait avoir la longueur d'arbre
hein, entre les zones qui sont soumises à la torsion, donc les zones moyennes, à ce niveau-là, au niveau du couple qui est subi, et au niveau à ce niveau-là, hein, entre les deux sections. Et si on a par exemple 700 mm, alors c'était peut-être donné dans le sujet d'examen, je ne me rappelle pas, si on a 700 mm, eh bien, il faudrait multiplier ça par 700 et on aurait les radians. Ou alors ça par 0,7 et on aurait par exemple 2,5 degrés d'angle de torsion de l'arbre, de la partie entre les deux parties extrêmes. Voilà, voilà. Donc, bon, on peut faire d'autres applications, il y a plein de choses, mais là déjà, si vous savez faire ça, c'est déjà formidable. Voilà, pas grand-chose à retenir de tout ça, et pensez que pour ces relations-là, on pourra voir ça en flexion. Lorsqu'on a une section droite creuse, eh bien, on fait la soustraction du plus grand moins le plus petit. Ne nous encombrons pas l'esprit de choses qui sont inutiles ou peu utiles. Et voilà pour la torsion. C'est pas beau, ça, la torsion. C'est formidable.